C'est une notion vague qui peut prendre bien des formes différentes, le mal-être. En pleine construction de son identité, souvent en quête de sens, l'adolescent y est tout particulièrement exposé. Mais alors, comment savoir si son ado va mal? Comment l'accompagner pour qu'il puisse faire face au mieux à cet état? Quel rôle les parents doivent-ils jouer? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Sylvie Lecuivre, médecin, pédopsychiatre et présidente de l'association Résadom, qui porte la maison des adolescents de la Meuse, et Élise Marchetti, psychologue au XAPA Centraide, dans cette nouvelle émission de Parents, tout va bien. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parents, tout va bien. On va évoquer la thématique du mal-être adolescent, thématique malheureusement d'actualité en ce moment. Une première question pour vous, Sylvie Lecuivre. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. De façon comme ça générale, quels seraient les signes qu'on pourrait identifier qui nous indiqueraient qu'un adolescent est en difficulté, qu'il va mal, qu'il est presque, j'allais dire, en perdition? En fait, il y a plusieurs domaines dans lesquels il peut exprimer son désarroi et son mal-être. Déjà des propos directs où il dit qu'il est triste, où il dit qu'il est désemparé, il est perdu. Enfin, après, on peut avoir des éléments somatiques. Donc, il peut perdre le sommeil, perdre le goût de manger ou manger de façon mal à propos. Et puis, il peut y avoir des problèmes de comportement qui peuvent être aussi adaptés, parce qu'on peut penser à l'isolement, on peut penser au retrait, mais qui peuvent être aussi un peu paradoxaux, du genre trouble du comportement caractériel, agressivité. Alors on dit paradoxaux parce que ça revient après aux questions qu'on développera après. C'est-à-dire qu'au lieu de solliciter l'empathie et la proximité, ou l'environnement, on va s'approcher de lui pour lui poser des questions, en fait, ces troubles du comportement vont plutôt le mettre à distance parce que on va pas être tout à fait d'accord avec le fait de son comportement. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, moi, d'un point de vue général. Élise Marchetti, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes psychologue. Dès lors qu'on a mis le doigt sur ce genre d'indicateur, comment on réagit en tant que parent? On réagit comme on peut, surtout, voilà. Déjà, à partir du moment où le parent arrive à identifier qu'il y a un signe, qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose qui vient témoigner du mal-être de son enfant, de son adolescent, c'est déjà très positif en soi, hein, parce que voilà, déjà, il a un indice, en fait, hein, qui peut l'amener à réfléchir sur ce qui peut se passer pour son adolescent. Voilà, donc qu'il puisse réagir comme il peut. C'est vrai que nous, ce qu'on encourage beaucoup, c'est la poursuite du dialogue ou l'initiation d'un dialogue avec le jeune, pouvoir échanger avec lui. C'est pas toujours possible, malheureusement, avoir ce dialogue. C'est pas toujours possible. C'est vrai que c'est exactement ce que disait Madame Lecuivre tout à l'heure. Souvent, il peut arriver que des adolescents aient des réactions un petit peu paradoxales. C'est-à-dire que ils peuvent avoir des comportements qui vont témoigner d'un mal-être. Ça peut être, par exemple, donc moi je travaille surtout auprès de jeunes qui sont consommateurs de produits. Donc ça peut être par exemple une boulette de shit qui est laissée, de cannabis qui est laissée dans la chambre. Comme par hasard, quand le jour où la mère va passer l'aspirateur, ou le père va passer l'aspirateur, et que là, c'est trouvé. Donc, voilà, quelque chose qui est quand même très évident et qui peut laisser quand même penser que l'adolescent délivre un message à ses parents. Et en même temps, quand le parent va essayer de l'interpeller, qui va se refermer complètement. Mais au moins, l'adolescent sait que ses parents sont prêts éventuellement à initier un dialogue. Quand c'est trop compliqué, on peut faire appel à un adulte tiers, que ce soit un professionnel ou même pas forcément. Ça peut être une autre personne ressource, un autre adulte ressource de la famille. Voilà. Mais en tout cas, ne pas fermer la porte au dialogue, ne pas fermer les yeux non plus, parce que c'est vrai que c'est toujours tentant de dire, bon, il y a eu ça, mais allez, c'est pas grave, on banalise un petit peu. Ne pas être non plus dans la dramatisation, bien évidemment. Essayer de trouver un entre-deux. Et puis, peut-être ne pas rester seul par rapport à ça, parce que ça peut être très, très déstabilisant pour un parent, d'autant plus que les adolescents ont des problématiques à l'heure actuelle qui sont
peut-être très différente de celle d'il y a une dizaine, vingtaine, trentaine d'années auparavant. Et voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi par ailleurs. Je rebondis sur cette notion, le fait de faire appel peut-être à un tiers. Au fond, on parle des parents, mais est-ce qu'ils sont les bons interlocuteurs dès lors que se présente une situation de crise existentielle d'un adolescent? En fait, moi, je rajouterais, ils sont les bons interlocuteurs ou des interlocuteurs potentiels suffisamment bons s'ils ne vivent pas le mal-être de cet adolescent comme une attaque. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a des difficultés sociales, qui a des difficultés de couple, et puis qui va recevoir l'expression de la souffrance de l'adolescent, en plus si elle est paradoxale, de façon agressive. Ah ben, il m'embête, il m'en rajoute, alors que j'ai déjà tellement de choses à faire. Donc ça, c'est la première chose. À ce moment-là, peut se substituer, Élise le disait, un autre membre de la famille en qui il a confiance. Ça peut être un enseignant, ça peut être le meilleur ami ou la meilleure amie qui va passer en le disant, ça nous est arrivé souvent avec les ados comme les plus jeunes, le meilleur ami ou la meilleure amie qui en parle à son parent et le parent qui en parle ou en parle à son enseignant et l'enseignant vient voir les parents et commence à essayer d'évoquer ça et de façon moins agressive. Pour déminer un petit peu la situation parfois? Pour recevoir, nous on appelle ça une écoute bienveillante, donc recevoir de façon bienveillante l'expression de la souffrance de l'ado, même si elle est paradoxale, même si elle est déconcertante, même si elle en rajoute en difficulté dans la vie de ce groupe familial. Voilà. Ça se complique quand, par exemple, vous avez des violences conjugales, par exemple. Alors l'ado, comment il va exprimer ça et dans quel lieu il va exprimer ça? C'est vrai que, alors on en parlait tout à l'heure et vous en parliez en introduction, actuellement il y a un certain nombre de lieux où il ne voit pas d'autres adultes. Les lieux sociaux, les lieux culturels, les lieux sportifs. Or, ce sont des lieux ressources aussi pour, on appelle ça les médiateurs, les tiers médiateurs, et le prof de sport peut être un médiateur très très intéressant pour cet adolescent, à partir du moment où justement lui il a la distance, ce tiers, plus que le parent qui peut le vivre de façon agressive, hein, voire même persécutrice hein, à certains moments. Alors je ne parle pas de ce que l'actualité nous fait savoir sur les agressions sexuelles. Alors là, c'est encore plus compliqué. Agression sexuelle et agression sexuelle intrafamiliale. C'est encore plus compliqué d'avoir une écoute bienveillante au sein du milieu familial. Ça arrive, mais c'est très compliqué. Donc le tiers, le médiateur extérieur, est quand même une ressource intéressante qui n'existe pas à ce jour dans la situation de pandémie qu'on vit. Un cas qu'on imagine assez concret et récurrent, celui d'un adolescent, d'une adolescente qui s'enfermerait dans sa chambre comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est forcément isolé? Est-ce qu'il est forcément dans une situation un petit peu de détresse, j'allais dire? Bah, je pense qu'on ne peut pas, de toute façon, à partir d'une situation générale, enfin, on ne peut pas faire une généralité. Chaque cas est particulier. Ça peut être, enfin, voilà, la question, ça va être aussi qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre. Ça peut être plein de choses. Il peut peut-être être en train de jouer à la console ou à l'ordinateur avec ses copains. Donc, auquel cas où il est en lien avec des personnes, ça peut être dans une démarche de créativité. Hein. C'est vrai que l'adolescence, c'est aussi, on parle du mal-être, mais c'est aussi une période où la créativité est très très importante. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Après, enfin, le petit conseil qu'on pourrait donner, si on pouvait donner un conseil, pardon, ce serait de dire, voilà, est-ce qu'il y a eu un changement brutal dans le comportement, en fait? Est-ce que brutalement l'adolescent s'est isolé ou pas? Enfin voilà, et puis tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il est toujours isolé dans sa chambre ou est-ce qu'il y a des moments quand même où il retrouve la famille? Enfin, parce qu'il y a aussi des rituels, par exemple les repas hein, qui se font dans le meilleur des cas en famille, des choses comme ça. Est-ce que l'adolescent sort de sa chambre ou pas à ces moments-là? Est-ce qu'il rechigne à sortir de sa chambre? Quelle est la communication quand il croise les autres personnes de la famille, etc. Donc, s'inquiéter outre mesure pour ça, voilà, je pense que c'est extrêmement variable en fonction des situations. Quelles peuvent être comme cela les sources de mal-être finalement des adolescents? Quels motifs on peut identifier? Est-ce que c'est voilà, l'époque qui veut ça? Est-ce que cela a toujours été le cas, sans faire dans la banalité ou dans la généralité? Qu'est-ce que vous pourriez nous répondre là-dessus? Un vrai mal-être, c'est plus que, comment on va dire, une perte d'énergie psychique à un moment.
hein, que l'énergie psychique monte et descend. L'adolescent comme l'adulte, il vit ça. Maintenant, un mal-être, c'est quand ça va durer un petit peu. Je ne sais plus les définitions exactes de l'OMS, mais il y a des définitions en termes de durée. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout ce qui se passe dans ces lieux de vie, donc intrafamiliales. On parlait tout à l'heure des violences intrafamiliales, violences de couple, conjugales ou autres. Donc les troubles de la relation. On évoquait une relation complexe avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses grands-parents, etc. On peut évoquer un deuil qui le marque. Nous, on a eu pas mal, même des deuils d'animaux. Moi, j'ai eu pas mal de situations comme ça. Et puis, tout ce qui est trait au contexte scolaire, donc difficultés scolaires, échecs scolaires, difficultés relationnelles, comment on dit, harcèlement, hein, harcèlement dans le contexte scolaire. Ça a été, à un moment, la maison des adolescents s'était beaucoup investie là-dedans. C'était quand même assez fréquent. On sait exactement comment réagir, hein, et si on laisse se dérouler ce processus de harcèlement, ça peut devenir très compliqué pour les jeunes. Les harcèlements via les réseaux sociaux, hein, on parle du retrait dans la chambre, mais ça peut être aussi lié à un harcèlement dans ce contexte. Donc voilà les lieux de vie, et puis l'univers social où il peut se passer plein de choses qui s'abat sur la famille, qui s'abat aussi sur l'adolescent. Moi, je dirais ça. Voilà. Mais alors, d'une certaine façon, est-ce que finalement, le mal-être adolescent, c'est une espèce de rite de passage, une espèce de passage obligé? Est-ce qu'on peut ne pas y couper, quoi, d'une certaine façon? Non, heureusement. Heureusement. Non, c'est pas obligatoire. Alors après, c'est vrai que je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai une vision un peu biaisée parce que la plupart des adolescents que je rencontre sont forcément, s'ils viennent me voir, enfin, s'ils arrivent jusqu'à moi, c'est qu'ils vont pas très bien. Hein, c'est que forcément, il y a un mal-être, peu importe l'origine. Donc voilà, je pense que j'ai effectivement une vision un peu biaisée. Mais heureusement, la majorité des adolescents vont bien. Heureusement. Il n'empêche que c'est une période, dans tous les cas, qui est difficile. C'est une période souvent de crise. Il y a énormément de remaniements, qui soient au niveau de la puberté, qui soient des remaniements identitaires. Les adolescents doivent aussi s'orienter dans un choix de formation, de profession à venir, etc. Il y a énormément de changements pour eux qui peuvent être source de difficultés. Mais que oui, effectivement, la plupart, arrivent à dépasser. Après, j'aurais tendance à dire, votre question, on peut même l'envisager de manière plus large, c'est-à-dire, est-ce que le mal-être est un passage obligé dans la vie? Ben non, bien évidemment, mais en même temps, on a tous à un moment donné dans la vie des passages à vide, des moments où on est moins bien. J'ai un collègue de mon service qui dit toujours, la vie, c'est pas un marathon, c'est une course de haies. C'est-à-dire que de temps en temps, on a des difficultés, il faut les dépasser, et après, ça va mieux. Mais voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et il y a régulièrement des difficultés. Et c'est vrai qu'il y a peut-être davantage de défis à surmonter pour les adolescents et les jeunes adultes. Je vous posais cette question parce que parfois on a cette espèce d'image presque fantasmée du mal-être comme étant une étape dans une construction, quoi, finalement. Mais après, c'est aussi une réalité. La deuxième cause de décès des adolescents après les accidents sont les suicides. Donc il y a quand même une clinique qui nous montre ça. Et dans une forme extrême, ça implique forcément des idées suicidaires, une période comme ça de gros non, malaise, pas forcément. Non, je sais plus exactement les chiffres. Il me semble que c'est quand même une proportion importante, les idéations suicidaires, c'est-à-dire les envies éventuellement de passer à l'acte suicidaire. Voilà, c'est quelque chose qui pas qui est fréquent, qui est quand même absent chez une majorité d'adolescents. Mais ça peut arriver, mais c'est pas pour ça qu'il y a forcément un passage à l'acte, etc. Il y a aussi beaucoup de questionnements existentiels qui arrivent à l'adolescence. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que malgré tout, même si effectivement des moments de mal-être peuvent arriver de manière transitoire, de manière ponctuelle, dans l'immense majorité des cas, la majorité des adolescents vont bien. Quel discours on pourrait tenir à un adolescent comme ça, qui serait dans une forte situation de mal-être, qui estimerait que sa vie n'a pas de sens, qui ne trouve plus goût à la vie? Quel mot utiliser, quel discours tenir? Vaste question.
je crois que la première étape avant de parler, c'est l'écouter. Et d'arriver à ce que lui s'exprime, ce qui n'est pas une mince affaire. Tout à l'heure, on a évoqué la façon d'exprimer son malaise et son mal-être par un certain nombre de comportements ou de symptômes somatiques. Donc, passer à la sphère psychique et verbale psychique, c'est pas toujours facile. On va pouvoir avoir des ados qui, alors qu'ils nous montrent un mal-être évident par rapport à des prises de produits ou de comportements, ils vont nous dire non, mais moi ça va bien, il n'y a pas de problème. Donc le faire s'exprimer, le faire d'une certaine façon s'auto-évaluer émotionnellement et affectivement, c'est déjà tout un travail. Et puis alors par rapport à ce qu'on disait des idées suicidaires, moi j'ajouterais juste une chose, parce qu'effectivement on s'est un peu formé avec Michel Kontz de la Maison des Ados à la question des suicides des adolescents. Il y a une chose qui est une idée reçue, qui est le chantage au suicide. C'est-à-dire qu'on pense que justement, alors à l'inverse, celui qui parle, les adultes trouvent un peu trop, qui le fait de façon parfois un petit peu provocante aussi, sur un ton un peu provoquant, mais de prendre ça au sérieux. De toute façon, de prendre ça au sérieux, bien évidemment pas dramatisé, mais de le prendre comme quelque chose quand même qui est là et qu'il faut un peu écouter de façon bienveillante, quelle que soit la situation, même si c'est entre deux portes, même si parce que ça peut nous arriver à nous professionnels, à la fin d'une consultation entre deux portes dans une unité d'hospitalisation, on va voir émerger quelque chose comme ça et on se dit arrêt sur image, et on écoute ça et on reprend ça en équipe, même s'il y en a un qui est passé à côté, l'autre doit être vigilant pour que son collègue prenne ça au sérieux. Donc cette idée reçue du chantage au suicide, ça, faut l'éliminer du répertoire qu'on a dans la tête. C'est toujours un signal d'alerte. C'est de toute façon quelque chose qui doit nous faire prendre le temps d'évaluer la situation avec un ado conciliant. On revient à cette histoire d'ado qui veut bien se regarder ou non. Voilà, moi je pourrais dire ça sur les... Et puis, alors après, il y a, si vous voulez, quand on se forme à ce domaine-là, il y a les idées suicidaires, il y a les comportements suicidaires, il y a les scénarios suicidaires. Mais déjà, au début, ne pas prendre à la légère, même un propos sur un ton un peu provoquant, si c'est ça, je vais aller me tuer, j'en ai rien à faire, et on claque la porte et on prend la mobilette voilà, c'est pas forcément un suicide, mais on va prendre des risques. On n'a pas parlé encore des conduites à risque, mais c'est aussi un domaine très très fort chez les adolescents. On a parlé Élise Marchetti parlait des deuxièmes causes de mortalité, c'est les suicides. Première cause, c'est les accidents de la voie publique. Donc voilà, cette notion de défi, que ce soit en voiture, en moto, à remonter l'autoroute, à escalader je ne sais quelle montagne jusqu'à je ne sais quelle altitude, etc. D'ailleurs, ceux qui en parlent disent bien qu'il y a quelque chose d'un sens à la vie qu'ils cherchent. Donc l'adolescent, lui, est capable de le faire de façon assez radicale. Il y a le contexte économique, social, qu'on ne découvre pas. Ce qu'on découvre en revanche, c'est effectivement la dureté de la situation sanitaire et tout ce qu'elle engendre. Comment se construire aujourd'hui quand on est un adolescent dans ce monde qui peut paraître instable, bancal, on n'a pas de réponse, on n'a pas de perspective? Comment faire? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Comment faire? Je n'en ai aucune idée. Très sincèrement, parce que c'est quelque chose d'inédit. C'est un contexte extrême. Voilà, on sait actuellement, moi au niveau de la Maison des Ados, mes collègues sont débordés, on a des demandes comme jamais. Au niveau de la consultation jeunes consommateurs, idem, voilà, on est débordés, on a énormément de demandes et encore, on sait très bien qu'on a énormément de jeunes qui n'ont même pas forcément le réflexe d'appeler au secours, d'appeler à l'aide. Voilà, moi j'ai regardé justement un petit peu les chiffres. On sait que là, en automne dernier, donc fin 2020, les infirmières scolaires voyaient leur consultation, donc dans les collèges, dans les lycées, augmenter de 20%. Les hospitalisations en service de pédiatrie pour des causes psychiatriques a augmenté de 50%.
voilà, on est à des niveaux de troubles anxieux, donc quand même quelque chose de psychopathologique. Hein. On est à plus de 30%, presque 40%. Enfin, c'est une période qui est extrêmement compliquée actuellement pour les adolescents, pour les jeunes adultes, hein, les étudiants qui ont pas cours qui ont cours en distanciel, non en présentiel. On sait qu'il y a un étudiant sur 6 qui a arrêté ses études. Qui décroche, oui, on en parlait juste avant là, de commencer. Et puis, les jeunes, mais comme les adultes, n'ont pas de soupape de sécurité. Ils peuvent pas aller boire un verre avec des amis, ils peuvent pas aller au cinéma, ils peuvent pas aller à des concerts, à des expositions, les lieux de culture sont fermés, les salles de sport sont fermées, les possibilités d'avoir soi-même une activité artistique sont extrêmement limitées. C'est tout ce qui pourrait permettre de faire face à des difficultés, aux aléas de la vie, au tracas quotidien, n'est plus là, sont interdits. Et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. J'ai un certain nombre de questions que nous ont envoyées les parents d'ados. Je vais vous les poser. J'en ai une première pour vous, Sylvie Lecuivre. Je vous la lis, je vous la cite. « Ma fille ou mon fils se scarifie. Est-ce inquiétant ?» Oui. Bien sûr. Oui. La scarification, c'est un symptôme, mais encore, c'est un symptôme complexe. Parce que quand le jeune, d'après ce qu'on raconte et ce qu'ils nous disent, se scarifie, il y a un apaisement. Donc la souffrance qui montait, l'angoisse qui montait, une fois qu'on a fait ces scarifications, je monte le poignet, mais ça peut être d'autres endroits du corps, s'apaise. Et donc après, puisque nous, nos principaux moyens, c'est quand même la verbalisation ou l'expression, que ça soit non verbal, et ben ça n'est plus. Hein. Donc c'est un signe complexe que les jeunes peuvent cacher, hein, ça c'est assez fréquent, mais qui est difficile à accompagner du fait de cet apaisement que l'acte lui-même va engendrer sur le mal-être. Hein. Moi, des scarifications d'ados, par exemple en haut de la cuisse, nous ont fait aboutir à un abus sexuel. Un abus sexuel par un jeune, hein, sur un autre jeune, et la jeune fille se scarifiait le haut des cuisses. Hein. Donc, mais vous comprenez qu'il a fallu du temps pour arriver à ça. Voilà. Donc c'est effectivement un signe d'inquiétude qu'il faut avoir à l'égard de la santé mentale de son ado, avec cette difficulté qui est la difficulté à la verbalisation pour tout ce type de symptômes. Vous êtes confronté à ce genre de cas, ce genre de situation, de manière récurrente? Ouais, c'est quelque chose en tout cas moi dans ma clinique, d'assez fréquent, parce qu'effectivement, comme l'a dit Madame Lecuivre, mais ils en parlent, je trouve les jeunes en parlent très facilement et ils expliquent très bien les choses. C'est que déjà, il y a effectivement le fait de ressentir une douleur, une détresse en soi, qui trouve une inscription corporelle, en fait, une inscription physique. C'est voilà, j'ai mal ailleurs, donc voilà, ça vient un petit peu compenser la souffrance interne, d'une part, et puis d'autre part, oui, l'apaisement. Le corps sécrète des endorphines, il y a un apaisement, et du coup, ça fait comme si comme s'il y avait un espèce de court-circuit dans le cerveau. Alors, je dis ça d'un point de vue très symbolique. Et effectivement, ça empêche la verbalisation. Il y a une souffrance qui est là. L'adolescent ne la dit pas, l'exprime par le corps et ouf, ça va mieux. Donc, c'est quelque chose d'assez terrible, hein, en fait, hein, parce que c'est un cercle vicieux. Et nous, en tant qu'adultes, qu'on soit professionnels ou parents d'ailleurs, c'est très déstabilisant parce que ce sont des symptômes qui sont assez effrayants, hein, parce qu'on voit du sang. Alors, en plus, en fonction des endroits où ils sont faits, oui, souvent, effectivement, c'est les cuisses et puis les bras, mais ça peut être ailleurs. Voilà, quand les scarifications se font ailleurs, voilà, hein, quelle signification ça a. Donc, c'est quelque chose de très visible, de très impressionnant. Et en même temps, les adolescents nous disent que ça les apaise. Donc, voilà, comment accéder à tout le paradoxe, et puis la question de comment accéder effectivement c'est un symptôme d'une souffrance, donc comment accéder aux raisons de la souffrance et de pouvoir accompagner un jeune vers un autre type d'apaisement. Ça, après c'est tout le travail qu'on a à faire. Ouais.
Une deuxième question. Je viens de me rendre compte de brusques changements dans la vie de mon ado. Il s'est disputé et ne parle plus avec tous ses amis. Il a rompu avec sa copine. Il casse régulièrement des choses lorsqu'il se met en colère. D'ailleurs, ses colères sont très fortes. Il a également changé de look subitement avec beaucoup de tatouages et de piercings. Dois-je m'inquiéter de tous ces changements et surtout, que dois-je faire ? On revient à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire c'est là manifestement il y a une rupture dans la façon d'être de cet ado, donc oui, je pense qu'il faut s'en inquiéter. Toujours pareil, est-ce que le dialogue est possible ? Est-ce que l'adulte qui s'en préoccupe sera capable d'écouter toutes les réponses qui seraient à l'origine de cette difficulté ? Est-ce que l'adolescent, s'il n'a pas une écoute vraiment bienveillante et que ça agresse l'adulte ou que l'adulte veut dénier cette difficulté, je parle d'une difficulté de couple parental et que l'adolescent a des choses à dire et ne sait pas comment les dire parce que si c'est repris par le couple parental, ça va faire mousser le divorce. Voilà. Et puis après, la recherche d'un tiers familial, un tiers social, voire un professionnel. C'est la démarche. Une dernière question pour vous, Élise Marchetti. Ma fille fait face à un mal-être depuis que son petit copain l'a quittée. J'essaie de lui expliquer que ce n'est pas une histoire importante car elle est jeune. Elle se met alors en colère et cela m'énerve qu'elle se mette dans tous ces états pour une histoire qui passera. Quelle attitude me recommandez-vous d'adopter face à cette situation ? Moi, j'aurais tendance à dire que tous les ressentis sont forcément légitimes. C'est-à-dire que si cette jeune fille est malheureuse du fait de cette rupture, eh bien son ressenti est légitime. Bien sûr. Oui. Et on peut comprendre en tant que parent ou en tant qu'adulte. On a beaucoup plus de recul, on est capable d'avoir une vision plus globale et on peut comprendre. J'imagine bien cette maman se dire c'est une petite amourette, ça passera, elle en aura d'autres, etc. Sauf que pour la jeune fille, c'est ça qu'elle vit actuellement, c'est ça qu'elle ressent actuellement, et c'est ça qui prend sans doute toute la place dans son expérience de vie actuelle. Et ça peut être terrible les ruptures, surtout les premières ruptures amoureuses. Enfin non, je pense que toutes les ruptures amoureuses peuvent être terribles dans la vie. Ça peut être terrible parce que il y a la rupture en elle-même qui déjà est compliquée à gérer, et il y a le rejet, il y a l'abandon, enfin il y a plein de choses, mais ça peut aussi venir réactiver d'autres séparations dans la petite enfance, des choses comme ça. Donc peut-être que cette maman pourrait tout simplement, comme le disait Madame Lecuif tout à l'heure, essayer déjà d'écouter sa fille et effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'être prête à écouter toute la détresse de sa fille par rapport à tout ça, sans jugement, sans relativiser. Voilà. Oui, elle est en détresse. Bien évidemment, ça passera et heureusement. Mais en tout cas, là, actuellement, elle souffre et elle a besoin d'être écoutée et soutenue pleinement. Merci à toutes les deux. Merci de nous avoir donné des clés pour appréhender peut-être un petit peu mieux le mal-être adolescent. À bientôt pour un prochain épisode de Parents, tout va bien.